Bonjour à tous. La question de l'identification des jeunes à haut potentiel est l'une des plus importantes que nous traiterons ici. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué ce que j'entendais par haut potentiel et la place qui occupait la notion de QI. Alors, comment savoir si votre enfant, votre élève ou la charmante personne qui habite l'autre côté du miroir relève ou non du haut potentiel? C'est ce que nous allons explorer. Aujourd'hui, identifier le haut potentiel. Rappelons tout d'abord qu'à ce jour, l'éducation nationale a une approche assez ambiguë de l'identification du haut potentiel. D'un côté, en effet, elle encourage les familles et les professeurs à discuter à partir d'une grande liste de caractéristiques qui représentent différentes manifestations du haut potentiel. Mais d'un autre côté, elle réserve l'identification effective aux seuls psychologues à travers la passation de tests de QI qui sont très loin de recouvrir l'ensemble des caractéristiques de la liste. En découle une sorte d'effet d'entonnoir qui prive une grande majorité d'élèves des aménagements dont ils pourraient bénéficier. En effet, parmi l'ensemble des jeunes qui relèvent d'une forme ou d'une autre de haut potentiel, intellectuel mais aussi créatif ou émotionnel, seule une portion est identifiable par les tests de QI. Parmi cette portion, une petite partie sera effectivement identifiée. Et même pour ceux qui sont identifiés et reconnus comme haut potentiel par un QI supérieur à 130, une petite partie sera effectivement prise en charge correctement par l'éducation nationale. Il est important de préciser que les surfaces représentées sur ce schéma correspondent à des ordres d'idées. Il n'existe pas en effet de chiffre fiable du nombre d'élèves identifiés comme haut potentiel par des psychologues ou pris en charge en tant que tels par l'éducation nationale. À titre de comparaison, Joseph Renzulli, expert incontournable du haut potentiel dans le monde anglo-saxon, préconise d'intégrer entre 10 et 15% des élèves au dispositif d'enrichissement et d'accélération. On est loin du compte. C'est la raison pour laquelle il me paraît essentiel de donner plus de légitimité et de publicité à l'identification par les traits et les comportements que je vais vous exposer maintenant. Il faut préciser un certain nombre de choses avant de poursuivre. Tout d'abord, aucun élève à haut potentiel ne manifeste l'ensemble des traits et des comportements de la liste qui va suivre. La présence de 6 ou 7 d'entre eux doit être suffisante pour indiquer un haut potentiel. Ensuite, ces traits et ces comportements peuvent évoluer en fonction de l'âge, du contexte, mais surtout de l'observateur. Ainsi, un jeune pourra apparaître passionné ou apathique, concentré ou rêveur selon que l'on pose la question à tel ou tel de ses professeurs ou de ses parents. Notez que, contrairement à une idée reçue, les parents ont en moyenne plutôt tendance à sous-estimer les capacités de leurs enfants plutôt que à les surestimer. Enfin, l'expérience et la recherche m'amènent à mettre en évidence un certain nombre de différences de profil entre les garçons et les filles à haut potentiel, en particulier à l'adolescence. Il s'agit de généralisation évidemment, et il y a des différences particulières, mais on a plutôt tendance à rencontrer chez les garçons des postures de rejet ou de provocation, et plutôt rencontrer chez les filles des problématiques liées à l'anxiété et à la confiance en soi. Ce sont évidemment des différences qui s'expliquent culturellement, et encore une fois, il ne faut pas les considérer comme des règles absolues. Pour information, je mets à votre disposition sur mon site en format PDF le tableau qui va suivre et qu'on va décortiquer ensemble. N'hésitez pas à le télécharger, à le diffuser, à l'exploiter. Commençons par évoquer les particularités intellectuelles et cognitives des jeunes à haut potentiel. On observe souvent chez eux un développement intellectuel précoce, avec des capacités de raisonnement et de réflexion en avance sur leur âge, mais également des questionnements métaphysiques qui peuvent arriver très tôt, avec des questions sur le sens de la vie, de la mort et d'autres problèmes du même type. D'un autre côté, ce développement intellectuel en avance peut entraîner un certain nombre de décalages, notamment vis-à-vis du développement moteur, avec des problèmes de graphie ou de coordination, et du développement émotionnel. Ce décalage porte également le nom de dysynchronie. Les élèves à haut potentiel manifestent souvent une grande curiosité qui les amène à se poser de très nombreuses questions, à s'intéresser à des sujets originaux et complexes et à rechercher le pourquoi et le comment des choses. Elle peut aussi les amener à poser des questions déconnectées de la conversation en cours, à se désintéresser très vite du déjà vu et à rejeter les explications et les activités répétitives.
Ils ont souvent des centres d'intérêt et des passions intenses, dans lesquels ils visent un niveau d'expert et s'engagent pleinement. Cela peut aussi les amener à poser des questions inadaptées au niveau de leurs camarades ou à négliger leurs autres activités. Ils disposent souvent d'une grande réserve d'énergie, qui peut se traduire par un besoin constant d'activité et de sollicitation, des centres d'intérêt nombreux et variés, et une grande capacité de concentration. Ils peuvent également s'ennuyer assez facilement et donner l'impression de papillonner d'une tâche à l'autre, ou même montrer des signes d'hyperactivité. De bonnes capacités de raisonnement et d'abstraction leur permettent de bien comprendre les structures et les systèmes, et de disposer de capacités de synthèse, d'analyse et d'argumentation avancées. A l'inverse, ils peuvent éprouver des difficultés à suivre des instructions dont ils ne comprennent pas le sens et remettre en cause l'autorité et les consignes qu'ils n'estiment pas fondées. En ce qui concerne leur capacité d'apprentissage, les EHP disposent souvent d'une très bonne mémoire et sont capables d'assimiler rapidement des nouvelles idées et des nouvelles méthodes, mais également de les transférer dans de nouveaux contextes. Côté négatif, ces facilités les dispensent souvent de développer les méthodes de travail et les habitudes d'effort qui peuvent leur être nécessaires par la suite, et peuvent aussi les amener à travailler trop vite et à commettre des étourderies. En regroupant la créativité, l'originalité et l'imagination, on peut constater que les élèves à haut potentiel ont tendance à trouver des solutions et des réponses originales aux problèmes qui se posent à eux. Ils ont un goût prononcé pour la création, la conception et la construction, et utilisent fréquemment des métaphores et des analogies. D'un autre côté, ils commettent souvent des hors-sujets importants et sont portés à la rêverie, à l'étourderie. Beaucoup de jeunes à haut potentiel ont un goût et un talent prononcé pour le langage, avec un apprentissage précoce et élaboré de la parole, une capacité à lire qui est souvent venue assez tôt, parfois de manière autonome, un goût pour la lecture et l'écriture, mais également l'emploi et la compréhension d'un vocabulaire sophistiqué. D'un autre côté, certains ont du mal à canaliser leur prise de parole et peuvent lire voracement en négligeant leurs autres obligations. Certains ont également un goût et un talent particulier pour les sciences, qui se manifestent par la maîtrise précoce et avancée de certains concepts mathématiques, par la compréhension intuitive de certaines opérations ou de certains problèmes, et par un goût pour la collection, la classification et l'explication d'objets ou de phénomènes. Cette compréhension intuitive peut malheureusement entraîner des difficultés lorsqu'il s'agit d'expliquer le processus qui a mené à une réponse, et on observe également chez certains un désintérêt pour la fiction. Pour clore ce chapitre, il ne faut pas oublier que beaucoup de HP ont un goût et un talent pour les arts. Ils ont pu être très tôt attirés par la pratique du dessin, de la musique, de la danse ou du théâtre par exemple, une pratique souvent marquée par la création et l'expérimentation personnelle. Une pratique qui peut également prendre le pas sur leurs autres activités. Si l'on aborde à présent le domaine émotionnel et affectif, on peut commencer par parler de la sensibilité particulière des jeunes à haut potentiel, qui se traduit aussi bien sur le plan sensoriel que sur le plan des émotions. Ainsi, certains ont des sens particulièrement aiguisés, et la plupart ressentent les émotions de manière très intense. D'un autre côté, beaucoup ont une certaine tendance à l'anxiété et à la dépression. Une maturité émotionnelle et sociale particulière leur permet souvent d'entretenir de très bonnes relations avec les adultes et les pairs plus âgés, et également de jouer le rôle de modèle pour certains pairs de leur âge. A l'inverse, ils peuvent ressentir douloureusement cette différence avec leurs camarades et être parfois mis à l'écart et isolés du reste du groupe. Souvent caractérisés par une forte empathie, les jeunes à haut potentiel sont capables de beaucoup d'attention et de compassion envers les autres. Ils peuvent également comprendre et lire les émotions des gens qui les entourent de manière inconsciente. Dans certains cas, cela peut les amener à pratiquer des formes de manipulation. Le plus souvent, pourtant, cela se traduit pour eux par une sensibilité excessive aux émotions collectives, qu'elles soient familiales ou plus générales, dans le cadre de pandémies, de crises terroristes ou environnementales. Ils ont souvent un goût prononcé pour l'indépendance, ce qui peut leur permettre de travailler en autonomie, mais également de s'occuper et de jouer par eux-mêmes. D'un autre côté, cela peut leur rendre difficile d'intégrer un groupe et de fonctionner en son sein, mais également de négocier, de faire des compromis. Ils peuvent parfois projeter une image de suffisance. Cela ne les empêche pas d'avoir un grand besoin d'appartenance et de reconnaissance, qui les amène à chercher et à créer des liens de loyauté et d'amitié très forts. Ils peuvent souffrir de problèmes d'estime de soi et avoir un besoin excessif de validation externe.
Dans certains cas, ils peuvent cacher et nier une partie d'eux-mêmes pour mieux s'intégrer à un groupe. Paradoxalement, ils peuvent également être amenés à rejeter les autres pour se protéger eux-mêmes. Il nous reste à aborder quelques traits de personnalité caractéristiques. Ainsi, beaucoup de HP ont des opinions très intenses. Celles-ci sont pesées et réfléchies et ils sont prêts à les défendre face à l'opposition. D'un autre côté, ils peuvent apparaître entêtés et obstinés et adopter des postures de provocation et de confrontation. Beaucoup ont un grand sens de la responsabilité et de l'engagement. Ils sont capables de se fixer des objectifs et de s'y tenir et ont le souci du travail bien fait. Ils peuvent également adopter une position de leadership. D'un autre côté, ils peuvent se montrer très critiques vis-à-vis d'eux-mêmes et souffrir d'un perfectionnisme qui peut être paralysant. Ils ont également de très fortes exigences vis-à-vis des autres. Mon trait préféré est sans doute le sens aigu de la justice. En effet, beaucoup de jeunes à haut potentiel sont soucieux des personnes faibles et fragiles, veulent s'engager pour rendre le monde meilleur et sont prêts à se battre pour leurs convictions. D'un autre côté, ils n'hésitent pas à remettre en question les règles et les codes établis, peuvent réagir très violemment face à une injustice perçue et se montrer intransigeants et rigides lorsque certains ne respectent pas des règles que eux reconnaissent comme justes. Dernier trait, mais pas des moindres, beaucoup de jeunes à haut potentiel ont le sens de l'humour. Ils pratiquent, comprennent et apprécient un humour sophistiqué et varié. Ils ont le sens de l'ironie, de l'absurde et utilisent de nombreux jeux de mots. D'un autre côté, certains peuvent utiliser l'humour au détriment d'autrui. Si je me suis bien débrouillé, vous avez dû à plusieurs moments penser à quelqu'un que vous connaissez et vous dire « Ah mais oui, c'est exactement ça !» Ça marche à tous les coups. J'avais prévu ici de vous parler de la différence entre les mesures objectives, que sont par exemple les tests de QI, et les mesures subjectives, comme l'observation par les parents ou par les professeurs. Mais je pense que la vidéo va être assez longue comme ça, et il me reste 2-3 choses à vous dire. Je vous renvoie donc vers l'article que j'ai publié sur mon site si vous voulez en savoir plus sur cette question. L'idée essentielle à retenir est qu'il faudrait considérer ces approches comme complémentaires et pas les hiérarchiser. Plus on utilise de critères d'identification différents, plus on identifie de jeunes, et donc plus on en aide. A l'inverse, plus la définition sera restreinte, plus l'identification sera difficile d'accès, et plus faible sera le nombre d'élèves pris en charge. Soyons bien clairs, je ne relativise pas ici la valeur ajoutée des psychologues dans l'établissement du profil d'un jeune, bien au contraire. Mais j'ai parlé à nombre d'entre eux, en particulier avec ceux qui travaillent dans le milieu scolaire, et ils m'ont tous dit qu'ils étaient incapables de tester tous les jeunes qui en auraient besoin. Ils préféreraient largement être saisis du cas des élèves en grande difficulté, plutôt qu'au préalable à toute prise en charge. Dans les faits, la situation actuelle amène une inégalité monstrueuse entre les élèves qui peuvent faire appel aux services de professionnels extérieurs et ceux qui n'en ont pas les moyens. J'aimerais pour finir poser une question simple. Vaut-il mieux parier sur le haut potentiel d'un jeune et se tromper, ou ignorer un jeune prometteur que le système aurait pu soutenir? Si l'on considère que la solution la plus juste et la plus inclusive est aussi la plus économique, puisque l'observation coûte moins cher que les tests et que les aménagements proposés à certains peuvent être étendus à d'autres sans coût supplémentaire, la réponse me paraît assez évidente. C'est à vous maintenant de diffuser les bonnes informations, de sensibiliser vos proches et vos collègues aux indices à observer et d'en parler avec eux. Si après tout cela vous hésitez, si malgré tout il vous reste un doute, soyez généreux. Pariez HP. Vous êtes unique, mais vous n'êtes pas seul. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et vos encouragements depuis le lancement de la chaîne. Vous avez bien compris que j'avais besoin de vous pour diffuser ces informations et ces ressources au plus grand nombre de gens possible. Donc n'hésitez pas, likez, partagez, affichez des choses sur les murs, ce que vous voulez. Prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt.